Après une progression rapide lors du lancement de l'offensive le 4 avril dernier, les troupes de Khalifa Haftar, autoproclamée armée nationale libyenne, piétinent aux portes de Tripoli, barrées par les forces loyales du gouvernement d'union nationale, dont les groupes armés de la ville de Misrata. Des combats se déroulent depuis plus d'un mois dans la banlieue sud de la capitale, ainsi qu'au sud de la ville. L'homme fort de la province orientale du pays a officiellement adressé des consignes à ses troupes dans un message lu par un porte-parole de l'armée nationale libyenne, le général Ahmad al-Mesmari, et diffusé tard dans la soirée à quelques heures du début du mois du Ramadan. Officiers et soldats de nos forces armées et des forces auxiliaires, je vous salue en ces glorieux jours et vous appelle à infliger à l'ennemi avec votre force et votre détermination une leçon plus dure et plus grande encore que les précédentes, comme nous savons que vous pouvez le faire, jusqu'à ce que vous le déracinez de notre pays bien-aimé, déclare-t-il. Il énumère diverses consignes militaires, affirmant notamment que dans le cas du retrait de l'ennemi, il faut que les forces le pourchassent avec force et rapidité, ne lui permettent pas de s'enfuir et l'anéantissent. Cette annonce intervient quelques heures après un appel de la mission d'appui des Nations Unies en Libye à une trêve humanitaire d'une semaine renouvelable à l'occasion du début du Ramadan. Depuis le 4 avril, les combats ont fait au moins 392 tués, 1936 blessés et plus de 55 000 déplacés, selon l'ONU. Deux jeunes Vénézuéliens blessés dans les heurts lors des manifestations contre le président Nicolás Maduro sont morts ce jeudi, portant à 4 le nombre de personnes tuées dans ces échauffourées qui les ont opposées aux forces de l'ordre. Nous sommes ici pour demander justice. La douleur qui nous submerge aujourd'hui en tant que peuple est immense et nous luttons, nous nous défendons avec tout. Je suis venu aujourd'hui pour rendre hommage à ceux qui sont tombés aux assassinats. Les partisans de l'opposant vénézuélien Juan Guaido se sont dirigés samedi en paix, mais en nombre réduit, vers les casernes pour exhorter une nouvelle fois l'armée à lâcher Nicolás Maduro, le président qui a appelé les troupes à être prêtes en cas d'attaque américaine. À la barre, ils étaient en tout 66 personnes, toutes accusées par le parquet de troubles à la sécurité et à la paix publique, mise en danger de la vie des citoyens, résistance aux forces de police chargées de disperser le rassemblement d'août 2013, meurtre avec préméditation, port d'armes sans licence. Au terme de la plaidoirie, la sentence aura épargné juste 10 accusés qui ont été acquittés. Les 56 autres ont tous été condamnés pour avoir pris part au rassemblement des frères musulmans, mais avec des charges différentes. Dans le lot, 2 condamnations à 1 an, une condamnation à la prison à perpétuité et les 52 personnes restantes condamnées à 15 ans d'emprisonnement ferme. Depuis l'arrivée au pouvoir du président Abdel Fattah al-Sisi, les frères musulmans sont considérés comme une organisation terroriste et des centaines de ses partisans ont été emprisonnés, exécutés ou contraints à l'exil. En 2018, Human Rights Watch avait dénoncé l'impunité dont ont bénéficié les forces de sécurité après la répression meurtrière des rassemblements de 2013. Les ONG accusent régulièrement l'Égypte de graves violations des droits humains, ne ciblant pas uniquement les islamistes, mais aussi les opposants laïcs, des artistes ou encore des journalistes. Le Caire a de tout temps nié ces accusations, évoquant un impératif de stabilité et de lutte antiterroriste. C'est un début de mois de Ramadan ensanglanté pour les Pakistanais. Alors que le Pakistan vient d'entrer dans le mois de jeûne musulman, une explosion est survenue dans une zone fréquentée de la ville, près de l'entrée réservée aux femmes d'un mausolée soufi du XIe siècle, un des plus grands d'Asie du Sud selon la police. Selon une source policière anonyme, l'attaque ciblait un véhicule des forces de sécurité. Il faut dire que la lutte contre l'extrémisme s'est intensifiée au Pakistan après l'attaque d'une école de Peshawar dans le nord-ouest en 2014 qui avait fait plus de 150 morts, en majorité des enfants. Depuis lors, la sécurité s'est considérablement améliorée, mais les groupes extrémistes conservent la capacité de mener des attaques spectaculaires.
Les grands centres urbains comme Lahore, la deuxième plus grande ville pakistanaise et la capitale provinciale de sa province la plus riche, le Pendjab, ne sont pas épargnés. Une attaque à Lahore en mars 2018 avait fait 9 morts, tandis qu'une importante explosion visant les chrétiens célébrant Pâques dans un parc de cette ville avait tué plus de 70 personnes en 2016. Au moins 8 élèves ont été blessés ce mardi lors d'une fusillade dans un établissement scolaire de la banlieue de Denver, dans l'ouest des États-Unis. Nous avons 7 blessés, peut-être 8, a déclaré à des télévisions locales une adjointe du shérif du comté de Douglas, Holly Nicholson-Clott, ajoutant que 2 suspects avaient été arrêtés par des policiers. Toutefois, elle n'a pu donner dans l'immédiat davantage de précisions sur l'identité des suspects, leur âge ou l'état des blessés qui ont tous été évacués vers des hôpitaux. Mais selon des médias locaux citant un hôpital local, 4 patients sont dans un état sérieux, un 5e plus légèrement blessé. Selon le shérif Tony Spurlock, les suspects qui n'avaient fait l'objet d'aucun signalement préalable ont agi dans 2 endroits distincts où se trouvaient des salles de classe, mais aucune information ne laissait penser qu'ils visaient quelqu'un en particulier. L'école, qui accueille 1800 élèves de la maternelle au lycée, a été fermée durant plusieurs heures et d'importantes forces de police déployées autour du site. On peut dire que c'est le premier jour de marche durant un ramadan. Les gens font carême, donc c'est pas évident. L'énergie n'est pas à son maximum. Les gens faiblissent, on le ressent, mais on ne lâche pas parce que l'objectif est encore plus grand que nous. Il est plus grand qu'un simple diplôme, plus grand qu'une simple marche, donc il faut qu'on garde la mobilisation. Aujourd'hui, c'est qu'on est sorti pour dire à Gaïd Salah merci beaucoup pour les 3 mousquetaires. Mais maintenant, ce qu'on attend de vous, c'est que aussi Ben Salah et Bedoui, c'est eux qui doivent partir maintenant le plus vite possible. On a besoin d'une transition avec des gens propres. Le cinéma qu'on nous fait, les arrestations à Douma, certes c'est vrai que c'est des personnes qu'on doit arrêter, qu'on doit juger même pour trahison, mais on pense que c'est pas le moment. On doit d'abord établir un état de droit et que العدالة تستقل بأتم معنى الكلمة باش من بعد نحاسبوا إن شاء الله. Andrija Mandik et Milan Knežević ont écopé d'une peine de 5 ans de prison pour avoir pris part à un mystérieux coup d'État que les autorités du Monténégro affirment avoir déjoué en octobre 2016, mais qui garde de nombreuses zones d'ombre. Les 2 responsables de l'opposition pro-russe ont été reconnus coupables d'avoir fait partie d'un groupe criminel dont le but était de renverser le gouvernement pro-occidental au soir de législatives. Outre Andrija Mandik et Milan Knežević, 12 autres accusés, dont 2 Russes, ont été condamnés à des peines allant d'1 an et demi à 15 ans de prison. Selon le juge ayant connu de l'affaire, ils auraient ainsi voulu faire pièce au projet d'adhésion à l'OTAN de ce pays indépendant de la Serbie depuis 2006 et dont les 650 000 habitants sont majoritairement slaves et orthodoxes. Dans son réquisitoire, le procureur a dit être convaincu que les accusés appartenaient à un groupe criminel organisé fonctionnant selon des règles bien définies avec un contrôle interne et de la discipline. Mais aux yeux de nombreux observateurs, l'accusation n'est pas parvenue à éclaircir les zones d'ombre sur lesquelles a insisté la défense. Depuis ces événements, le Monténégro a rejoint l'OTAN en 2017 et poursuivi ses négociations d'adhésion à l'Union européenne. Quant au Front démocratique, il reste affaibli. Cette coalition pro-russe était en 2016 la principale force d'opposition. Elle avait organisé des manifestations anti-OTAN émaillées de violence l'année précédente. Une cour d'appel de Rio de Janeiro a ordonné ce mercredi la réincarcération de l'ancien président brésilien Michel Temer, poursuivi pour corruption. Cette décision est exécutoire immédiatement, a indiqué un conseiller de la cour d'appel
qui a affirmé une décision de remise en liberté de l'ex-président rendue le 25 mars dernier par un juge de première instance. Soupçonné par la justice d'être à la tête d'une organisation criminelle ayant détourné jusqu'à 1,8 milliard de RIS, Michel Temer avait déjà passé 4 jours en détention après son arrestation. C'est une surprise désagréable pour moi, mais je me livrerai volontairement, a réagi l'ex-chef de l'État ce mercredi soir devant sa maison à Sao Paulo. Michel Temer a toutefois estimé que la décision de le réincarcérer était complètement erronée sur le plan juridique. Prédécesseur du président Jair Bolsonaro, Michel Temer avait été arrêté à Sao Paulo 80 jours après avoir quitté le pouvoir fin 2018 dans le cadre de l'opération Lavage Express. Cette enquête tentaculaire, lancée il y a 5 ans, a mis au jour le plus grand scandale de corruption de l'histoire du Brésil autour de contrats de la compagnie pétrolière publique Petrobras avec des grands groupes du BTP. Michel Temer s'apprête à devenir le deuxième président brésilien incarcéré dans le cadre de l'opération Lavage Express après Luiz Inácio Lula da Silva en prison depuis avril 2018 pour corruption et blanchiment d'argent. L'immeuble d'habitation qui a pris feu dans la nuit de mercredi à jeudi à Toulouse était viable et pas insalubre. C'est ce qu'a déclaré la préfecture. Selon un bilan révisé à la hausse par les pompiers, le feu qui a pris à 2h40 dans cet immeuble d'habitation du quartier de la gare de Matabio dans le centre-ville a blessé 20 résidents, dont 2 hospitalisés en urgence absolue. 2 sapeurs-pompiers ont aussi été blessés durant l'intervention qui a mobilisé 117 pompiers et se poursuivait dans la matinée pour éteindre les derniers foyers. Selon les explications du chef des opérations, le lieutenant-colonel Sylvain Gergaud, d'origine inconnue jusque-là, le feu s'est propagé très vite dans la cage d'escalier avec une grande violence, provoquant l'effondrement partiel du bâtiment de 4 étages. Selon un sondage publié ce jeudi par l'Institut gouvernemental, Manuel Valls arriverait en 4e position avec près de 12% des voix. L'ancien Premier ministre français socialiste est candidat à la mairie de Barcelone. Sa candidature est soutenue par le parti de centre-droit Ciudadanos. Lors de son meeting, il a évoqué les motifs l'ayant poussé à déposer sa candidature pour les municipales en Espagne. Et j'avais envie de changer de vie, d'horizon, de revenir dans ma ville de naissance, d'ouvrir d'autres challenges. Je sais qu'ici, ce qui joue n'est pas une affaire personnelle. Quoi qu'il arrive, ce qui compte, c'est l'avenir de Barcelone. Si Barcelone tombe dans les mains des populistes de la mer sortante et du séparatisme, de l'indépendantisme catalan, c'est très dangereux pour Barcelone, mais c'est très dangereux aussi pour l'Espagne et pour l'Europe. Donc c'est un formidable challenge. Moi, je suis heureux à titre personnel. Bon, moi, je veux gagner d'abord, quand même. Mais bien sûr, je prendrai le mandat que les Barcelonais me donneront et j'exercerai mes responsabilités. C'est ça, la démocratie. Vous savez, moi, mon expérience ne me donne pas des droits, me donne que des obligations. Il faut prendre les choses modestement. Moi, j'ai refait une campagne de terrain, comme je faisais à Évry. Et je sais que c'est aussi une manière de gagner le cœur des Barcelonais. Et c'est ça qui va surprendre. Manuel Valls, qui a été Premier ministre socialiste en France de 2014 à 2016, a quitté en 2017 le Parti socialiste pour soutenir Emmanuel Macron. Dans cette élection, il est notamment opposé à la maire sortante de gauche radicale, Ada Colau, et au candidat indépendantiste Ernest Maragall du Parti gauche républicain de Catalogne. Les Espagnols, qui ont déjà voté le 28 avril dans les législatives remportées par le Parti socialiste du chef du gouvernement sortant Pedro Sanchez, vote aussi le 26 mai pour des élections européennes et régionales.